Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Bonsoir à tous, à toutes. C'est excellent, heureuse de vous retrouver ce soir comme tous les dimanches à 19h sur Sud Radio. C'est une figure incontournable de notre vie politique française. Ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré fut aussi, vous le savez, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, juge et j'en passe. Le voici désormais comédien et auteur grâce notamment à sa compagne Valérie Bochenec, comédienne, mime et metteur en scène. Ensemble, Valérie Bochenec et Jean-Louis Debré, vous avez coécrit et joué Ces femmes qui ont réveillé la France. Et vous nous revenez aujourd'hui avec En coulisses, qui est sorti chez Plon, le récit de cette incroyable aventure et de la tournée aussi. Bienvenue à vous deux. Merci. Avec plaisir. Parce que l'excellence française se conjugue aussi avec l'engagement et la loi reconnue pour ses compétences en négociation, en plaidoirie. L'avocate Émilie Perrier intervient principalement dans 4 domaines clés: le droit des affaires, le droit social, le droit immobilier, la construction, mais aussi le pénal. Sensible aux droits des humains, elle soutient activement les femmes victimes de traite en collaborant avec des associations dédiées notamment. C'est un engagement sociétal pour les femmes. Une évidence de vous mélanger tous les trois évidemment aussi. Bienvenue Émilie Perrier. Bonjour Judith. Bonjour, c'est excellent. Bienvenue chez vous. Alors, chers amis, En coulisses, sorti chez Plon, c'est votre nouveau livre, Jean-Louis Debré, Valérie Bochenec, le récit de cette incroyable aventure et de la tournée Ces femmes qui ont réveillé la France, qui a été jouée, coécrite par vous deux. Bon, vous avez envie de faire durer le plaisir, quoi. Je crois que vous êtes encore sur scène aussi, hein. Oui, ça commence bien parce que un jour j'avais exprimé à la radio mon souhait, j'avais quitté la politique, de faire du théâtre. Alors il y a un producteur qui prend contact avec nous et qui me dit: j'ai un film bientôt et je vous donne un rôle. Et Valérie, qui est toujours assez prudente, je vérifie, oui. grâce à Internet, et le mec, il avait fait que des films porno. Ouais, ça m'a fait beaucoup rire cette anecdote. Je l'appelle, je dis: écoutez, vous vous rendez compte ce qu'on dirait sur Sud Radio si j'allais tout d'un coup après la politique. Ça nous plairait sur la radio du Parlons Vrai. Hein. De la politique au porno. Ouais. Et donc, j'ai refusé et il n'était pas content. Et du coup, vous avez continué sur le projet ensuite. Alors, il y a une suite à ce titre, En coulisses, que je rappelle, sorti chez Plon. Côté politique, côté théâtre, Jean-Louis Debré, la scène loin des hémicycles de la politique vous permet de continuer l'échange avec le public, mais alors vous le dites de manière plus authentique, en fait. Oui, parce que les gens je n'ai plus de mandat, je n'ai plus de responsabilité, d'une part. Et après avoir joué avec Valérie à Paris, on est maintenant en province. Et souvent en province, les gens, à la fin du spectacle, comme on l'a fait il y a quelques jours à Bourgoin-Jallieu, viennent nous parler. Et ce que je constate aujourd'hui, dans ce monde qui est le nôtre, hyper médiatisé, etc., c'est que les gens ont besoin de parler. Et ils ne savent plus à qui parler. C'est vrai. Et là, on les écoute, Valérie et moi, et ils nous disent plusieurs choses. Ils nous disent leur nostalgie, la surnostalgie du passé, mais leur inquiétude du présent, l'angoisse de l'avenir. Et ça, partout, avec deux phénomènes, un peu tous en ce moment, deux phénomènes qu'on voit partout. Le développement de la drogue, attention, on le voit partout, dans les petites communes, et un phénomène qui est en train de se développer, c'est l'immigration illégale. Et ça, attention, c'est 2 préoccupations qui sont au cœur de nos concitoyens. Et on les écoute, et Valérie et moi, on les écoute. Alors c'est bien, c'est un sujet sur lequel on va pouvoir revenir tout à l'heure avec Émilie Perrier, ici présente, qui est avocate, qui s'occupe des femmes victimes de traite notamment, et d'ailleurs souvent en situation de sans-papier. On va pouvoir en parler. Alors Valérie Bochenec, il y a des échos entre les thèmes abordés dans la pièce et ces préoccupations dont nous parle Jean-Louis Debré, évidemment, ces préoccupations actuelles des spectateurs sur l'engagement politique, sur les difficultés, et aussi sur le droit des femmes. Oui, sur le droit des femmes, parce que je pense que ce qu'on développe dans la pièce, la possibilité à chaque femme de pouvoir être elle-même, d'être indépendante, de pouvoir vivre de son métier, de ses passions, et ne pas dépendre d'autrui, ça reste d'actualité.
Et ce qui a été formidable, c'est que ces femmes, même si elles sont, on parle de femmes qui, après la Révolution, 1860, etc., donc bien après la Révolution, mais elles ont une telle modernité. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ce qu'on nous dit au sortir du théâtre, et on voulait parler de ça et on laissait ces témoignages, je pense, parce qu'en ce moment, les événements sont dramatiques au Liban. Quand on a pu parler avec un groupe de femmes qui nous parlaient déjà de la difficulté d'être une femme au Liban, quand on pense que actuellement, une femme libanaise qui épouse un étranger, ces enfants n'auront pas la nationalité libanaise. Donc, il y a le Liban, il y a l'Iran, il y a l'Afghanistan, il y a les pays africains. Il y a beaucoup de pays, effectivement, où les femmes ont des problèmes avec de droits. Alors, dans votre pièce, vous parlez de Louise Michel, notamment, Colette, Georges Sand, Simone Veil, évidemment, Jeanne Chauvin, parmi tant d'autres qui ont aidé, qui ont réveillé, comme vous le dites, justement, la République française par leur action, encore méconnue, d'ailleurs, pour certaines de ces femmes, Jean-Louis Debré. Si vous permettez, oui. Notre histoire est écrite par des hommes. Si vous qui êtes extrêmement cultivé, ou l'avocate qui est extrêmement cultivée, mais si je vous interroge sur la première femme avocate, qui a eu une première femme avocate, et elle s'est battue, battue. Et le bâtonnier de l'époque, quand elle veut venir prêter serment, il dit « Madame, la justice c'est quelque chose de sérieux. Donc, pas de femmes dans les prétoires. » Et l'avocat général, puisqu'elle se tourne vers l'avocat général, la première chambre de la cour d'appel de Paris, acceptez mon serment. Et l'avocat général lui dit « Madame, vous ne serez jamais avocate. » Et pourquoi monsieur l'avocat général Pourquoi ? Parce que pour être avocate, il faut avoir accès au raisonnement juridique, et les femmes n'y ont pas accès. Et il faut une loi. Pour permettre aux femmes. Oui, c'est pour ça que le spectacle marche bien, c'est qu'on découvre que la République, à la différence des féministes, aujourd'hui, les féministes considèrent qu'il y a un être humain qui peut être homme ou femme. Au 19e siècle, au 20e siècle, au début du 20e siècle, toutes ces femmes, de Louise Michel à Jeanne Chauvin, à la première femme médecin, comme on raconte dans le spectacle, eh bien, pensent qu'il y a deux êtres humains qui sont différents, l'homme et la femme. Mais elles sont toutes ces femmes républicaines. Et elles considèrent que la République, c'est les mêmes droits aux hommes et aux femmes. Et tout le combat depuis la Révolution française, c'est un combat, voilà, dans ce livre en coulisses, qui fait que les gens découvrent, c'est un combat pour l'égalité. Il n'y a pas de liberté sans égalité, et il n'y a pas d'égalité sans liberté. Très juste. Valérie Bochenek, en fait, l'histoire, elle nous aide aussi. Elle aide le présent quand elle est un phare. En l'occurrence, c'est ce que vous essayez de faire. Le phare, il est un peu cassé, là, en ce moment. Oui, mais justement, d'autant plus l'utilité de parler de ces femmes et de motiver une certaine jeunesse qui n'aura pas, qui parfois semble totalement perdue. Et justement, faut rallumer le phare et envoyer les bons signaux. Alors justement, Émilie Perrier, vous qui êtes avocate, qu'est-ce que ça vous inspire, cette mise en lumière des femmes qui ont contribué finalement au fait que vous puissiez être avocate justement aujourd'hui ? Je pense que c'est important d'avoir justement une boussole aujourd'hui pour que chacun puisse se reconnaître dans ses aspirations. Je pense que c'est des femmes extrêmement inspirantes et que leur combat reste actuel. Puisque même si elles ont marqué l'histoire à leur époque, il n'en demeure pas moins que la lutte pour le droit des femmes est une lutte de chaque instant, qu'on ne doit jamais perdre de vue les objectifs de ces combats-là, et que l'on apprend, le devoir d'honorer leur mémoire nous permet justement à nous, femmes d'aujourd'hui, d'intégrer ces combats et de les transmettre de nouveau aux plus jeunes générations. Alors Valérie Bochenek, il y a aussi, en fait, il y a un défi artistique de traiter des textes aussi chargés d'histoire et d'engagement. C'est un vrai défi aussi de réflexion, de mise en scène. Oui, alors la mise en scène. Je sais que c'est pas vous la mise en scène, mais vous y avez beaucoup contribué.
Il est vrai. Voilà. Mais, J'ai bien lu votre livre. Non, mais c'est une véritable passion. On a voulu vraiment mettre en mouvement justement pour toucher un autre public par rapport à ces histoires à l'histoire de ces femmes et de leurs combats qui nous passionnent. Et c'est vrai que du coup, je pense à Colette par exemple, puisque moi j'ai fait du mime, c'est prendre un axe différent. Elle en a fait aussi, on l'apprend. Oui, moi, je le savais pas du tout. Et donc on en a fait véritablement au théâtre de la Gaîté-Montparnasse où on a commencé. Là où vous avez commencé. Oui. Et donc ça m'a amusé de retrouver un petit peu les traces de ces mimeaudrames et d'essayer seul de réinventer un mimeaudrame qui était joué à 3. Mais c'est justement de dynamiser, par exemple Louise Michel, dont on parle dans notre premier livre. On s'est dit, voilà, il faut que ça soit théâtral. Et qu'est-ce qui est théâtral? Donc j'ai recherché dans les procès et puis avec... vous êtes allé vous inspirer de ces femmes directement? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et là, retrouver... alors toute la subtilité aussi, ça a été par exemple sur un moment, il y a un slam mis en musique. Et c'est vrai que ça a été de se dire, tiens, réécrivons un texte, mais à partir des mots de Louise Michel. Et quand chaque soir, à chaque fois que je le dis, on sent à un moment donné, nous sommes aujourd'hui en pleine misère, nous n'acceptons pas tout ça et c'est pas ce que nous appelons la République. Une République, c'est là où tout le monde doit avoir du pain pour ses enfants. Ça a une telle résonance avec aujourd'hui. Et voilà, c'est là où c'est pas du passé, c'est pas du, comme on dit, noir et blanc, tout ça, ce sont pas des gros mots, mais au contraire, c'est de ce ciment-là, de cette mémoire où on pourra aller plus loin et plus fort. Jean-Louis Debré, c'est d'utilité publique ce que vous faites en fait. Il y a un débat citoyen en fait au théâtre que vous créez avec cette pièce. Un débat? Oui, un débat citoyen. Oui, c'est un débat. C'est-à-dire que, si vous voulez, qu'est-ce que le sentiment national? Renan disait, c'est un rêve d'avenir partagé qui puise sa force, son architecture dans l'histoire. Et c'est pour essayer de retrouver une solidarité de tous les Français les uns avec les autres. N'oublions pas l'histoire, le combat de ces femmes pour l'égalité, pour pouvoir rêver d'un avenir partagé. C'est excellent ce soir à mes côtés avec vous, Jean-Louis Debré, Valérie Bochenek et leur livre En coulisses qui vient de sortir chez Plon et que je vous recommande. Et puis l'avocate qui s'engage, c'est tout de suite Émilie Perrier. Moi aussi je vous le recommande. Allez, restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Vous avez choisi Sud Radio, vous avez bien raison, c'est excellent. Vous êtes en compagnie de Jean-Louis Debré, Valérie Bochenek et de leur récit en coulisses qui est sorti chez Plon, et d'Émilie Perrier, avocate spécialisée en droit des affaires sociales, immobilier, de construction pénale, qui soutient les femmes victimes de traîtres. De traite et de traîtres, ça rime en prime, j'ai envie de dire. Oui. Alors Émilie Perrier, avant de parler de vos engagements, je vais revenir un peu sur votre parcours. Vous avez choisi de vous spécialiser dans les contentieux, je l'ai dit, des affaires, du travail, de l'IMO, de la protection sociale. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ces domaines spécifiques-là? Pourquoi sur votre chemin mon chemin d'avocat. Oui, d'avocat. Mon chemin d'avocat, parce que c'est vrai que quand on est avocat, on a plusieurs vies. On a d'abord nos premières années où on débute, on n'est pas très mûr encore, on est un peu bébé avocat, donc on tâtonne un petit peu, c'est aussi compliqué, on nous demande de nous spécialiser très rapidement alors qu'on n'a pas le bagage juridique, je pense, suffisant, en tout cas l'expérience, les années d'expérience suffisantes pour le savoir. Et c'est vrai que moi, j'ai un petit peu tâtonné comme ça dans mon parcours, mais en ayant toujours le même objectif qui consiste à aider l'autre, déjà d'une part, à le sortir de sa situation, quel que soit son domaine. C'est pour ça que j'ai une affection particulière sur le contentieux, donc c'est toutes les affaires qui sont judiciaires, en opposition avec l'activité de conseil juridique qui peut être un petit peu plus, on va dire, en cabinet. Et, vous aimez plaider? J'aime plaider. Voilà, j'aime plaider, mais j'aime aussi surtout le microcosme qui va avec, j'imagine. Accompagner les gens. Voilà. Les gens, quand ils viennent me voir, ils ne sont pas dans une situation classique pour eux. Ça fait pas partie de leur quotidien d'être confrontés à la justice. Ils comprennent pas le langage, ça représente des frais. Pour certains, c'est dramatique dans leur vie. Il y a comme une rupture de ce qu'ils connaissent habituellement. Et moi, j'essaye d'être pour eux un guide, en fait. Un guide dans ce parcours judiciaire que l'on va faire ensemble et qui peut changer leur vie, alors soit en bien, soit en mal, en fonction des situations.
Et c'est vrai que les matières qui pourraient paraître un petit peu comme ça, un petit peu rudes, comme voilà, le droit de la construction. Pourquoi est-ce que j'aime bien faire du droit de la construction ? Eh bien, j'aime beaucoup ce droit parce que je suis avec des bâtisseurs quand je suis du côté des constructeurs. Mais vos clients sont les entreprises. Alors, pas toujours. Pas toujours. Justement. Vous avez un juge en face de vous. Exactement. Un juge, attention. J'ai un magistrat. Un magistrat, voilà. Qui s'intéresse J'ai des grandement. clients constructeurs, et ça, j'aime beaucoup être aux côtés des constructeurs et des architectes parce qu'ils construisent pour l'avenir, ils construisent pour le long terme. Et c'est cette vision de long terme qui m'intéresse dans la construction et dans leur démarche à eux. Mais je suis aussi du côté parfois de particuliers qui, eux, ont aussi mis tout leur projet de vie dans leur construction, notamment cette notion de maison individuelle qui est une notion un peu particulière qui nous vient d'Allemagne, mais la maison individuelle, c'est quelque chose de très fort chez les gens. Ça représente soit une réussite sociale quand ça se passe très bien, c'est merveilleux d'être propriétaire de sa maison qu'on a fait construire soi-même, mais si ça se passe mal, c'est terrible. C'est une tragédie. On pourrait penser que c'est dérisoire peut-être par rapport à d'autres situations d'autres personnes, mais en fonction des échelles de valeur, si je puis dire, pour des gens, ça peut être une tragédie qui peut se passer sur leur habitation. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner voilà, toutes les personnes qui se retrouvent dans une situation complexe. Et comment je suis arrivée... donc c'est vrai que j'ai ce côté face où je fais couteau suisse, hein, j'ai envie de dire. Alors couteau suisse ou pilou face. Côté face où je fais plutôt du business law en fait, voilà, un peu plus de ce côté un peu de droit des affaires et ce côté pile qui vient plus de mes convictions personnelles. Qui rejoignent un petit peu le discours que vous avez eu, cette importance de l'égalité, cette importance de la liberté et du fait que chacun puisse être l'égal de l'autre. Bon, c'est peut-être un petit peu utopiste ou angélique de parler comme ça. Bah, c'est les 3 mots de notre République, hein, on peut le redire. Exactement. Si c'est pas utopiste, liberté, égalité, fraternité. Tout à fait, Judith. Et donc cet intérêt pour la situation de ces femmes, alors plusieurs types de dossiers. Hein. Là, j'ai effectivement des femmes nigérianes victimes de traite des êtres humains, qui est une forme de traite qui est des plus répandues. Bon, effectivement, il y en a d'autres, mais celle-ci en particulier est assez spécifique. Également des femmes victimes de violences, puisque niées dans leur état de femme, en fait. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est rendre une humanité à ces femmes qui ont été niées dans leur humanité. La traite des êtres humains, c'est ça. Le viol, c'est ça. Après... la question de la prostitution dans la société, c'est une autre question. On va revenir plus en détail sur le cœur justement de vos sujets ensuite, mais moi j'ai une question qui me taraude, c'est que quand vous êtes quand même devant des décisions juridiques majeures, quand il y a des décisions complexes à prendre, de votre part, pour influencer votre client dans un sens ou dans un autre, comment est-ce que vous évaluez la direction à prendre et les enjeux en fait avec? Alors, moi, mon travail ne consiste pas à choisir pour mon client. Vous pouvez orienter, quoi. Mon travail consiste à lui offrir toutes les possibilités qui s'offrent à lui. Et on décide ensuite ensemble la stratégie qu'il souhaite mettre en place. Pour les femmes victimes de traite, par exemple, ce sont des femmes qui ont droit à l'asile si elles dénoncent leur réseau. Voilà. Ce qui paraît logique, je veux dire, attendre ça de la part de la France, c'est logique. Mais cette exigence de dénonciation du réseau aujourd'hui est poussée extrêmement loin. Et il y a une vraie difficulté pour ces femmes de dénoncer leur réseau, dans le sens où elles vivent en communauté fermée, très souvent. C'est des réseaux très spécifiques qui sont tenus par des femmes qui exploitent d'autres femmes. Pour dénoncer. Il faut une certaine culture, parce que je pense que ce sont des femmes qui sont sous emprise psychologique très forte du fait de rituels animistes qu'il y a beaucoup au Nigeria. Et c'est du vaudou, quoi. Alors, c'est un petit peu différent que le vaudou. C'est une autre forme de croyance, mais c'est des croyances extrêmement fortes qui consistent à dire qu'en fait, un esprit supérieur détient les âmes. Voilà. Et que si ces âmes ne se comportent pas bien, elles seront châtiées, sanctionnées ou tuées. Globalement, c'est à peu près ça. Mais c'est un esprit tant démoniaque,
que protecteurs. Elles sont maintenues par leur réseau et du coup c'est compliqué de les... Alors elles-mêmes sont maintenues par leur réseau et leur réseau se maintient aussi par cette pratique, puisque le réseau se protège lui-même grâce à cet esprit. Donc en fait, ce qui est très compliqué avec ces femmes, c'est que lorsque je les reçois, je les écoute, je vois d'où elles viennent, et ne serait-ce que par leur origine géographique, j'arrive à peu près à comprendre quelles sont leurs problématiques. Mais il est vrai que nous, de notre point de vue occidental, français, vous allez dire c'est facile, finalement, pousse la porte du commissariat et dénonce ton réseau et ta vie ira beaucoup mieux. Mais non, c'est pas du tout aussi simple que ça. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail de tout ça juste après. Émilie, ce que je voudrais savoir maintenant, c'est ce cadre juridique actuel qu'on connaît en France. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment correct pour protéger les droits des femmes? Alors, pas que des femmes victimes de traite, hein, des femmes victimes en général. Et puis, tiens, notamment dans le domaine des affaires ou dans des domaines qui sont proprement plus masculins usuellement. Est-ce que vous pensez que la législation, comme elle est aujourd'hui, fonctionne? Alors, dans les différentes affaires auxquelles vous êtes confrontés? Par rapport aux différents dossiers que j'ai eu à traiter, en ce qui concerne les problématiques liées au viol, très simplement, moi j'ai dû défendre une cliente prostituée qui a été victime de viol et qui a été victime d'un violeur en série de plusieurs femmes prostituées, également sans papier, puisqu'au final c'est beaucoup plus facile de disposer de corps de ces femmes-là, puisque étant en situation extrêmement précaire, elles n'allaient pas se plaindre de ce type de fait. Il y a eu des réactions un petit peu choquantes. Après, c'était il y a quelques années, mais j'ai entendu en défense, ce n'est juste un client. Oui, mais là, on parle du cadre juridique. Du cadre juridique. Il nous reste 2 minutes, j'aurais voulu faire réagir Jean-Louis Debré. Pardonnez-moi. Donc, le cadre juridique par rapport au viol doit évoluer, il me semble. Là, cette question-là du consentement. Alors, vous, Jean-Louis Debré. Sur le viol, le code pénal est très précis, il y a une vieille définition. Et donc, à partir de quel moment il y a viol? C'est ça le problème. Comment définir par des mots des actes qui sont inqualifiables? Nous avons, quand j'étais magistrat, essayé de rédiger. C'est compliqué. Bon, mais en France, et puis il y a ça. Et puis il y a en France, on a le cadre. On a le cadre juridique, mais le problème est... Après, c'est... Comment l'appliquer, c'est ça? Comment l'appliquer? Comment les faits sont connus et comment on arrive à des éléments de preuve. Dans ces Nigériennes, dans ces réseaux, il y a des cultures, il y a des gens, on a du mal à dénoncer ceux qui sont derrière. C'est tout un ensemble. Il m'est arrivé dans ma carrière de magistrat d'instruire des affaires de viol. C'est des affaires extrêmement compliquées. On est révolté, mais le juge doit avoir des éléments de preuve. Voilà. Et les victimes doivent nous désigner des auteurs. Or, souvent, les victimes sont dans une espèce de terreur, de peur, d'angoisse, qui n'osent pas donner le nom des auteurs. C'est bon, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des vrais risques de représailles. On va continuer cette conversation dans un instant. Voilà, restez avec nous, chers auditeurs. C'est excellent sur Sud Radio, en compagnie du couple détonnant Jean-Louis Debré et Valérie Bochenec, ainsi que Émilie Perrier, l'avocate, vous l'aurez compris, qui s'engage à 100%. Vous restez là, nous on revient tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent jusqu'à presque 20h avec ce soir Jean-Louis Debré et Valérie Bochenec et leur ouvrage En coulisses aux éditions Plomb et Émilie Perrier, l'avocate défenseur passionnée. Alors on était sur un sujet justement qui est un sujet compliqué. Émilie Perrier, je l'ai dit, on en parle depuis tout à l'heure, vous avez parmi vos clients des femmes en situation de traite, c'est-à-dire de prostitution forcée. Alors, assez rapidement, s'il vous plaît, si vous pouvez nous raconter un peu leur histoire, comment on se retrouve là-dedans quand on est nigérienne? C'est parce qu'on monte sur Paris et qu'on veut faire carrière? C'est parce qu'on est dans un réseau dès le départ? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit peu on monte sur Paris, on veut faire carrière. Parce que comme au Nigeria, en fait, et en particulier dans l'état de Edo, la figure de la madame, qui est en fait la figure de la maquerelle, quoi, est très reconnue. Ce sont des femmes bien socialement, quoi. Ce sont des femmes puissantes qui arrivent à amasser des sommes astronomiques, parce qu'il faut savoir que chacune des femmes qui part en Europe contracte une dette auprès de sa proxénète qui avoisine les 60 000 €. Et il faut quand même savoir que la prostitution nigérienne, ce n'est pas une prostitution de salon.
Voilà, on n'est pas sur les mêmes types de tarifs que des escortes, par exemple. C'est vraiment de la prostitution de rue. Euros, quoi, hein. Exactement, à peu près. C'est vraiment de la prostitution de rue, extrêmement précaire, extrêmement pauvre. Alors, il y a l'impact dont on parlait au début de cette émission de l'immigration illégale, dont a commencé à parler Jean-Louis Debré, sur les réseaux de traite de ces êtres humains, qui est une évidence. Justement, signaler le réseau, ça veut dire perdre son statut, ça veut dire perdre ses droits, ou ça veut dire ne pas pouvoir les acquérir derrière? Pourquoi elles ne le font pas? Alors, elles ne le font pas parce que déjà, d'une part, elles ont des risques de représailles extrêmement élevés. Il faut savoir que depuis 2018, l'OBA de Bénin, qui est un peu l'autorité religieuse de l'État d'Edo, Bénin City, donc, a comment dire, presque excommunié ou en tout cas indiqué que les serments scellés en vue de profiter d'un autre être humain étaient à nouveau illégaux. Et que dans ces circonstances, cette emprise de cette tradition qui existe avait perdu un petit peu de sa valeur. Et c'était un truc qui était socialement accepté et usuel, en fait. C'est ça que vous êtes en train de dire. Initialement, c'était accepté et usuel. Et maintenant, le fait que ce serment soit remis en cause, ça change, ça libère la parole de ces femmes, justement, qui sont plus enclines à dénoncer, sauf que y a un pendant qui est que en fait au final on utilise d'autres formes de violence plus classiques, donc des vrais risques de représailles, des meurtres, des embuscades, etc., etc. Des représailles aussi auprès de la famille qui reste là-bas. Oui. En fait, généralement, c'est ça qui fait qu'elles sont tenues, et au-delà de ça, enfants aussi, souvent. Elles sont tenues parce qu'elles ont des liens forts, affectifs. Avec leur maquerelle, avec leur sœur d'infortune quelque part aussi. C'est une véritable parce que des communauté. Fois, en fait, elles commencent au même niveau, puis il y en a une qui va devenir maquerelle et l'autre qui reste. Enfin, j'imagine que. Alors généralement, en fait, ces femmes, elles peuvent racheter leur liberté si elles remboursent leurs dettes. Et une fois qu'elles ont remboursé leurs dettes, elles ont une sorte de choix en fait. Soit elles restent dans la prostitution et du coup deviennent elles-mêmes proxénètes, soit elles sortent totalement. Mais sortir totalement, s'extraire totalement lorsque on n'a pas beaucoup d'argent, qu'on est isolé, qu'on ne parle pas la langue, etc., c'est très compliqué. Alors, il y a le problème de ces papiers dont vous nous avez parlé au début de l'émission, Jean-Louis Debré. Ça serait quand même peu professionnel de ma part de ne pas vous poser la question, puisque vous étiez, on se rappelle, ministre de l'Intérieur. On se souvient de votre loi Debré, notamment, en 1996, qui incluait par exemple la délivrance de titres de séjour provisoires. Alors, dans des cas particuliers, tels que ceux de ces femmes, justement, qui sont en situation de danger, mais qui ont du mal à dénoncer, qu'est-ce que ça serait vos recommandations à vous ? Pour que leur statut évolue. Il n'y a pas de recommandation. C'est-à-dire que toutes ces femmes, souvent, elles sont dans la peur, dans la terreur. Et donc, il n'y a pas de recommandation. Simplement, il faut créer... Est-ce qu'il faut les régulariser, par exemple, pour les sauver des eaux? Je crois que le problème n'est pas la régularisation. Le problème, en France, n'est pas le problème de l'immigration illégale. C'est le problème de l'intégration. D'accord. La France a été pendant longtemps un pays qui a accepté sur son territoire national des femmes et des hommes qui venaient d'autres contrées. Mais ces hommes et ces femmes cherchaient à s'intégrer à la communauté nationale. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, hélas, c'est que beaucoup de ces hommes et ces femmes qui viennent, ces familles dont on comprend qu'ils sont dans une situation misérable, ne cherchent même plus à s'intégrer à la communauté. D'accord. Et c'est ça tout le drame aujourd'hui. Et comment lutter contre ça? C'est à faire en sorte que s'établisse d'abord un principe, c'est que lorsqu'on vient en France, on respecte les lois de la République. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, on cherche par son comportement à s'intégrer à la communauté et non pas à se replier sur soi. Et puis enfin, et c'est là où je trouve que l'État doit être plus ferme, celles et ceux qui ne veulent ni s'intégrer ni respecter les lois de la République, ils doivent être renvoyés chez eux. Lorsque, l'époque où vous n'étiez pas né, j'étais ministre de l'Intérieur. J'aime beaucoup faire des compliments. On faisait des renvois groupés. Ouais. Et on renvoyait immédiatement. Vous pouvez pas demander... C'est vrai qu'il y a un gros problème actuellement avec les OQTF, on en a beaucoup entendu parler, effectivement. Parce qu'on a compliqué tout. Mais, si vous voulez, vous ne pouvez pas demander aux citoyens français de respecter les lois de la République
et aux citoyens et aux personnages qui viennent, aux personnes qui viennent de l'extérieur, de ne pas respecter ces lois. Car à ce moment se crée un sentiment d'injustice. Donc il faut rétablir la justice. Qui fait vous monter venez les en France, extrêmes, on peut vous dire. vous intégrez, vous apprenez le français, vous prenez les coutumes françaises, et notamment le problème de la laïcité. On en revient au cœur. Vous savez, la République s'est installée en France grâce au principe de la laïcité. Et c'est la loi de séparation des églises et l'État de 1905, et c'est un certain nombre de lois qui, par la suite, ont dit, eh bien, vous pouvez avoir la religion que vous voulez, mais dans la voie publique, dans la vie publique, eh bien, vous ne faites pas Ça ne concerne que vous, on peut le dire. La religion en question. Je parle trop. Ah, mais non, pas du tout. Mais si, je vous vois avec votre regard. Mais non, avec votre sourire. Je vous fais un grand sourire, vous devriez être content. Oui, mais... Valérie Bochenec, votre spectacle, à tous les deux, on le rappelle, hein, Ces femmes qui ont réveillé la France. Je me permets de rappeler votre livre aussi en coulisses, qui est sorti chez Plomb avec Jean-Louis Debré. Ces femmes fortes qui ont influencé la République française, elles restent nombreuses aujourd'hui. Il y en a certaines qui sont directement issues de cette immigration, qui pour le coup a adopté, embrassé, j'ai envie de dire, le pays d'accueil où elles sont. Tout ça, c'est quand même une grosse richesse. Il faut continuer à ouvrir les bras aux gens qui ont envie qu'on leur ouvre. Évidemment, Ouais. évidemment, puisque c'est, bon, je pensais là, Marie Curie. Oui, Voilà, tout à fait. Une grande dame et qui a d'origine polonaise. D'origine polonaise. Polonaise, oui. C'est vrai, elle n'a jamais oui. pris les papiers d'ailleurs. Si, Alors, si, quand elle s'est mariée. D'origine, oui, bien sûr. Oui, après, Ouais. avec Pierre Curie, mais voilà l'exemple d'un avancier de la science qui a des retombées mondiales, et qui fait en sorte qu'après elle, c'est quand même 2 prix Nobel de physique et de chimie, et évidemment, on dirait qu'il n'y avait pas c'était la même religion à l'époque, donc c'était une immigration différente, mais c'est de toute façon... Mais qui se faisait maltraiter autant que les Oui, aujourd'hui. complètement. D'ailleurs, quand il y a cette... cette fameuse phrase, quand elle était à côté de son mari, qu'est-ce que ça vous fait d'être à côté d'un génie ? Je sais pas, demandez à mon mari. Qu'est-ce que ça vous fait d'être marié à D'être un marié génie et voilà. Demandez à mon mari. Oui, mais ça, c'est plus le problème de la discrimination vers les femmes. Émilie Perrier, j'ai une question pour vous toute simple. Qu'est-ce que ça reflète de notre moi profond, de la France, notre manière de traiter les étrangers ? Alors, vaste question, merci. Je vais répondre en cours. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il n'y a pas un seul type d'immigrés en France. Voilà. On parle des immigrés, il y a plusieurs types de migration en France. Il y a des gens qui restent en France, il y a des gens qui passent par la France pour aller ailleurs, il y a des gens qui rejoignent leur famille, il y a des gens qui viennent en France pour se protéger, ou des gens qui viennent en France pour travailler, ou même pour étudier pour certains. J'ai, de mon point de vue, toujours pensé que le mélange était la première source de richesse. Effectivement, Monsieur Debré, vous avez une expérience que je n'ai pas. Moi, je suis juste avocate. Vous étiez ministre de l'Intérieur. Vous avez une vue d'ensemble qui est bien différente, mais il me semble important de donner sa chance à des personnes qui le demandent, c'est vrai. Moi, mes clientes que j'ai pu aider, qui ont obtenu l'asile et qui ont le droit de rester en France pendant déjà 10 ans, sont extrêmement reconnaissantes vis-à-vis de la France pour cela. Notamment chez certaines, il y a la majorité qui sont devenues elles-mêmes travailleurs sociaux et qui s'engagent auprès d'associations pour aider des femmes qui étaient dans les mêmes situations qu'elles, pour éviter qu'elles fassent ce choix malheureux de reproduire les actes de proxénétisme dont elles-mêmes avaient pu être victimes. Donc quelque part, elles rendent à la France ce que la France leur a offert, en aidant justement encore à lutter contre ces réseaux mortifères. Et c'est au cas par cas, quoi. C'est au cas par cas. Après, il est vrai qu'il y a certaines populations peut-être qui ne souhaitent pas s'intégrer, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas le savoir si on n'ouvre pas, si on ne tend pas la main. Voilà. Je pense que le fait de tendre la main, c'est important. Et surtout, le fait de ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Moi, il y a des choses qui m'ont choquée très récemment sur ces faits divers tristes qu'on a pu entendre. On va y revenir tout de suite. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. On est avec Jean-Louis Debré, Valérie Bochenec et l'avocate Émilie Perrier. On est de retour dans un instant pour la fin de cette émission. À tout de suite.
Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est excellent, l'émission qui nous raconte une excellence française polyforme, clairement. Ce soir, nous sommes avec Jean-Louis Debré et Valérie Bochenec et leur livre En coulisses aux éditions Plomb que je vous recommande, et de Émilie Perrier, l'avocate très engagée. Alors, allez-y, terminez sur ce que vous étiez en train de dire, justement, Émilie, sur cette manière qu'on a de traiter. Voilà, ce que je voulais juste revenir sur ce fait divers tragique qui a touché cette jeune fille. Philippine ? Oui, Philippine, ouais. Philippine, on retient que la personne qui est présumée innocente, mais qui l'aurait agressée et tuée, était sous le coup d'une OQTF. Moi, ce que je retiens, c'est que cette personne est un présumé violeur-assassin. Voilà, c'est la première chose, en fait, qui me vient à l'idée lorsque j'entends un fait divers tragique comme celui-ci. Oui, mais le fait qu'il ait été sur le territoire français alors qu'il n'aurait pas dû y être... Mais il n'en demeure pas moins que c'est... Que fait-on ? Alors, en fait, il y aurait des viols et des assassinats moins graves s'ils sont commis par des Français ou des gens qui ont des papiers. Non, en Philippines, elle a été violée et assassinée par quelqu'un. Mais c'est aussi que ça aurait pu être Valérie évité, Bochenec. Ouais. tout simplement, en appliquant la loi... Pour cet individu-là. Pour cet individu, mais je pense que c'est ce qui révolte la plupart des gens. Mais ce qui est révoltant, c'est que cette jeune fille soit morte et été violée dans les circonstances dans lesquelles elle a été violée. Ça peut arriver à chacune d'entre nous. Là, ça n'aurait pas... C'est-à-dire que, en fait, ce que vous êtes en train de dire, Valérie, c'est que s'il avait été expulsé comme il aurait dû, on n'aurait pas eu de problème. Je pense que c'est ce qui... Donc on est d'accord qu'il n'y a pas de différence entre un assassinat et un meurtre fait par un Français ou quelqu'un qui est en situation de QTF, mais que là, en l'occurrence, on aurait pu l'éviter. Mais malheureusement, on oublie en fait le fait premier qui est qu'on est face à un viol et un assassinat. Et que, on l'oublie pas du tout. Non. Ce que je veux dire, c'est que le fait de déplacer le débat uniquement sur cette catégorie de droit administratif est un petit peu réductrice par rapport à ce qu'est être une femme. Pourquoi est-ce qu'une femme est, alors qu'elle est un samedi après-midi à sortir de ses cours, dans quelle mesure est-ce qu'elle peut se retrouver là où on l'a retrouvée ? Je trouve ça assez réducteur, en fait. Voilà. Et je pense que c'est plus important de parler des violences des violences faites aux femmes que des OQTF. Valérie, vous aviez envie de réagir ? Oui, non, il ne s'agit pas d'avoir un arbre qui cache la forêt et les problèmes des femmes qui sont violées en général. Mais ce qui révolte principalement, c'est qu'effectivement, ça aurait pu être évité. Simplement, et ça, je pense que Jean-Louis, par rapport en parlait, c'est-à-dire qu'à un moment, il pourrait... voilà, il y a des éléments... Moi, je vous propose qu'on change un peu de sujet. Oui. Voilà, on va parler de vos parcours à tous, puisqu'il nous reste 8 minutes ensemble, et c'est important. Alors, Jean-Louis Debré, je rappelle comme aux auditeurs que vous êtes issu d'une lignée familiale d'excellence. Hein. On rappelle votre papa, Michel Debré, il a été co-rédacteur de la Constitution de la Ve République. Surtout mon père. Oui, votre père, si vous préférez. La Constitution et mon père aussi. Oui. J'ai dit papa. Hein. Ouais. Et puis votre grand-père Robert Debré, qui était grand résistant, pédiatre, qui a donné son nom à l'hôpital pédiatrique parisien. J'ai envie de dire, il vous fallait être à la hauteur, quoi. Est-ce que c'est une question que vous êtes posée ou pas du tout ? Non, il me fallait être heureux. Voilà, c'est ça que j'avais envie d'entendre. Et deux choses, si vous voulez. Un, depuis toujours, je voulais être magistrat. C'était ma fonction, c'était ma vocation, et j'étais très heureux comme juge d'instruction à Paris. Mais il y avait un discours familial, qui était un discours disant à mes frères, et à mes cousins, vous choisissez un métier, faites un métier, mais la République, elle a besoin un moment que les enfants, génération après génération, on serve la République. Car la monarchie, ce sont des héritiers. La République, il n'y a pas d'héritiers. Il y a des hommes et des femmes qui vont s'engager. Qui s'engagent. Et mes parents, je me souviens, nous disaient, eh bien, vous avez la chance de vivre dans cette famille, vous avez tous un métier, vous avez choisi votre métier, mais il y a un moment, il faudra que vous pensiez aussi à la République. C'est beau. Valérie Bochenec, je sais pas si je dois vous poser une question maintenant après. Allez, vous avez, on l'a dit, hein, dans la dernière émission, vous étiez venue. Moi, c'est la République des mimes. Voilà, c'est ça que j'allais dire. L'emblématique mime Marceau. Mais Valérie est un mime qui parle. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, d'autant plus avec vous. Vous avez créé un musée pour BIP. Hein, c'est aussi une association qui gère en fait tout le patrimoine du mime Marceau. Alors, juste, c'est une association maintenant. Il y avait un musée
musée pour BIP a été créé parce que tous les biens du mime Marceau étaient en vente à ce moment pour éviter la dispersion. Voilà. Mais ça s'appelle aujourd'hui un musée pour le mime. Parce que c'est plus largement pour défendre notre patrimoine culturel. Alors justement, sur cette force de la transmission familiale, alors là c'est une transmission républicaine dans la famille Debré. Vous, le rôle modèle que vous avez eu, ça a commencé par le mime Marceau, j'ai envie de dire. Vous en avez certainement eu avant, mais dans votre carrière à vous, ça a été une lumière et une route de transmission, justement. Oui, transmission, de pouvoir s'exprimer. Alors, au départ, en silence. Alors, ça nous prendrait toute une émission pour dire que le mime n'est pas égal au silence, mais en tout cas, c'était le choix d'un homme, Marcel Marceau, de s'exprimer en silence. Et surtout, ça m'a appris le pouvoir du geste. Et c'est là où ça rejoint le vivre ensemble. C'est-à-dire, à partir du moment où on arrive à décoder l'autre par rapport à sa gestuelle, sa manière, parce que chaque nationalité aussi a une manière différente de s'exprimer. Et à partir du moment où on décode que chacun a ses codes différents, eh bien on peut mieux vivre ensemble et non pas réagir par rapport à des choses qui nous échappent parce qu'il y a un discours, mais il y a une gestuelle qui contredit ce discours. Et inconsciemment, nous tous, on le ressent et parfois ça génère de l'agressivité et on ne sait pas pourquoi. Et donc, grâce au mime, ça nous permet d'aller en profondeur sur ces éléments. C'est beau ce que vous dites, on ne l'imagine pas tout à fait, effectivement. Alors vous, Émilie Perrier, vous avez eu un joli détour, je ne sais pas si c'est un détour d'ailleurs dans votre vie, vous avez fait partie des 4 dirigeants notamment d'SOS Racisme, donc vous êtes engagée jusqu'au bout. Pourquoi avoir cessé et est-ce que ça fait partie, vous étiez déjà avocate, mais est-ce que tout ça était lié en fait et que c'était une évidence pour vous de continuer sur cette vocation de tendre la main à l'autre? Alors oui, après le métier d'avocat est magique, puisque c'est un métier dans lequel on est libre. Et c'est vrai que militer... Libre de vos dossiers, libre de vos choix. De mes choix et des choix que l'on veut donner à sa vie, en fait, très simplement. C'est vrai que je ne regrette pas du tout mes années de SOS Racisme. J'ai travaillé aussi à la LICRA. Je ne regrette pas du tout ce que j'ai appris là-bas, mais... je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on a besoin d'être encadré et il y a un temps où on a besoin d'être libéré. Et donc, vous aviez besoin d'être libéré d'SOS Racisme, en fait. D'accord. Non, pas forcément Est-ce que c'est pas l'expérience associative aussi qui est différente? Je pense que la liberté n'a pas de prix et que il faut pouvoir être fier de ses idées et sans censurer. Il faut commencer par avoir des idées. Il faut commencer par avoir des idées, c'est toujours bien déjà comme point de départ, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on en a, faire en sorte de pas être détourné, c'est ça? Voilà, de pas être détourné par des, je sais pas, des ambitions personnelles ou des choses. Voilà, ne pas perdre de vue son objectif. La colonne vertébrale, quoi. C'est cela. Et parfois, quand on se retrouve dans d'autres cadres, on peut être un petit peu emmené vers des ivresses de pouvoir ou autres. On a l'impression que des choses sont dans notre main, alors qu'en réalité, c'est pas vraiment la réalité, quoi. Voilà. Oui. Juste, Jean-Luc Debré. Je demanderai à Anatole France de venir me retrouver, car Anatole France disait aussi: enrichissez-vous de la vérité et des idées des autres. Bien sûr. Quand on a des idées, c'est très important, et en politique comme ailleurs, comme pour les avocats. Mais il faut aussi avoir une capacité pour écouter et comprendre les idées d'eux. Heureux ceux qui n'ont qu'une vérité, plus heureux et plus forts ceux qui ont fait le tour des choses pour savoir qu'on n'approchera jamais la vérité. Alors, enrichissez-vous des idées et des vérités des autres. C'est ça, parce que finalement, il n'y a pas de vérité. Non, puis même dans le cadre de la justice, on parle de vérité judiciaire, on ne parle jamais de vérité. La vérité n'existe pas, presque. Ça, on retombe dans Platon, c'est une émission très philosophique aujourd'hui, j'adore. Allez, très rapidement, puisqu'il nous reste 1 minute ensemble, la question de la fin de cette émission. On va commencer par vous, tiens, Valérie Bochenec. Que dirait l'adulte à l'enfant que vous étiez? Toujours marcher vers ses rêves. C'est beau. La question, c'est que direz-vous que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez? Tu as eu de la chance de vivre dans ta famille. Émilie Perrier. Il ne faut jamais rien lâcher. On voit l'avocate qui parle. Eh bien, merci à Judith. tous les trois. Ah bah non. Ah bah non.
Allez, en coulisses, côté politique, côté théâtre aux éditions Plomb, où le makeover du spectacle et du livre de Jean-Louis Debré et Valérie Beauchesnec et chez tous les bons libraires. Vous continuez la tournée là. Oui. Vous avez la prochaine date là, la toute prochaine. La prochaine date, c'est en février parce qu'on a justement avec la sortie du livre, on fait un peu de promo, quoi. On fait beaucoup de salons du livre. On va à la Grande Motte, on va à Brive. Donc on aura si on tape sur internet, on aura les lieux, les horaires. Exactement. Voilà. Ces femmes qui ont réveillé la France, je vous le recommande à tous, chères auditrices, chers auditeurs. Et puis Émilie Perrier, si vous avez besoin d'une très bonne avocate, Émilie Perrier, votre site c'est empc-6 avocat au pluriel.com /Émilie-6 Perrier. Vous en avez un autre aussi. Non, c'est le seul, voilà. il me semble. Vous avez un petit mot de la fin à nous dire avant qu'on se quitte? Écoutez, déjà je vous remercie. Merci à vous. Et puis merci pour votre travail, Monsieur Debré, et pour cette transmission que vous faites sur les images des femmes qu'il ne faut pas oublier. Eh bien, merci à tous les trois pour l'amour qu'on a reçu ce soir. Merci à Juju. Merci. Et puis, on vous embrasse. Moi, je vous vois samedi prochain dans Destin de Femme, 13h30. Bye.